Et nous avons vu à la leçon précédente les remarques critiques et sarcastiques de Norinaga sur la mentalité chinoise, ce karagokoro, que nous pourrions aussi traduire, pour ceux qui sont encore conscients des sources latines du français, par vanité. Vanité, puisque avec le double sens de kara, qui veut dire la Chine, mais qui veut dire aussi vide, et que Norinaga avait forcément présent à l'esprit, puisque je vous le répète, c'est un terme, c'est un sens qui est dans le sens même du caractère to, n'est-ce pas, tang, hein, qui se lit aussi munashi, munashiki. Il y a certainement un jeu de mots. Mais c'est bien plus compliqué que ça. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler un peu tout à l'heure quand nous parlerons de la Corée très rapidement, malheureusement. Nous pourrions multiplier les exemples en puisant à pleine main dans cette précieuse corbeille, Tamakatsuma, ce Tamakatsuma que nous avons un peu imprudemment rapproché du Zibaldone et de Léopardi. Ceux qui connaissent les deux verront à quel point il n'y a aucun rapport, mais ce mélange, en tout cas, c'est le côté de mélange que je souligne ainsi. Enfin, en tout cas, cela dépasserait les limites du cours, d'autant plus que, ainsi qu'on le remarquera peut-être en progressant dans la lecture de Norinaga, son mode de réflexion pourrait être qualifié de fractal, si j'ose dire. Je ne comprends pas grand-chose à la physique ni aux mathématiques, mais la structure fractale désigne une structure qui répète des motifs similaires au fur et à mesure que l'observation devient plus rapprochée. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes structures qui se dégagent de façon aussi infinitésimale que l'on découpe la structure. C'est un peu le cas des textes de Norinaga, qui a une obsession, comme vous l'avez compris, et qui la répète indéfiniment. Les idées de Norinaga, fondées sur une philologie d'une grande finesse, sont malgré tout donc assez simples et copieusement répétées. Cela n'ôte rien à son intérêt, dans la mesure où on l'aura compris, il illustre de façon exemplaire le thème de notre enquête, la hiéroglossie. Avant de poursuivre ce cours, donc la semaine prochaine, enfin plutôt dans 2 semaines, en examinant ce que Norinaga dit du Genji Monogatari, et avant d'aborder sa présentation de son antiquité recréée à travers son enquête philologique sur le Kojiki, essayons de voir très brièvement quelques remarques intéressantes qu'il nous donne sur des questions concernant notre cours. Alors, vous voyez, je l'ai intitulé « Il faut trouver la voie », entre guillemets. Ce n'est pas une situation de Norinaga, bien entendu, mais de Tintin dans le Lotus bleu, comme vous l'avez reconnu. Mais Norinaga ne cesse pas de répéter la même chose. Simplement, le hic, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'est la voie dont il parle. Nous verrons enfin au moins un exemple qui montre, et plus la semaine prochaine, qui montre que ce n'est pas une certaine voie, mais quant à définir exactement ce qu'elle est, ça va être l'un des thèmes de notre leçon aussi. Et comme vous le savez, il a fait une centaine de poésies, une centurie poétique, Tamahokoshu, ou Tamaboko, enfin Tamahoko, qui sont une centaine de poèmes entièrement consacrés à la voix, comme le nom l'indique. Nous essayerons de voir quelques exemples à la fin du cours, à l'avant-dernier cours, j'espère. Donc, parcourir cette précieuse corbeille nous réserve des surprises à propos de ce que nous croyions savoir de Norinaga. Nous découvrons par exemple son intérêt pour la Corée, pour la langue coréenne en tout cas. Lorsqu'il rapporte d'une conversation qu'il a tenue à Osaka avec un Coréen, je ne voulais pas donner le texte ici, donc, excusez-moi, je ne sais pas comment faire passer monsieur, oui, ça ne vous dérange pas de faire passer. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous découvrons son intérêt pour la langue coréenne lorsqu'il rapporte d'une conversation qu'il a tenue à Osaka avec un Coréen, qu'à son époque, alors je ne vous donne pas le texte ici parce que c'est un peu compliqué, nous entrerions dans trop de détails, je vous en donne simplement la teneur générale. Donc ce Coréen rencontré par Norinaga à Osaka lui apprend que les caractères chinois étaient, à l'époque,
Alors, je vous dis ce que Norinaga a compris, et après je vous dirai peut-être ce qu'il en était davantage, mais ça montre en tout cas l'intérêt qu'il avait. Les caractères chinois donc étaient prononcés en Corée selon deux lectures qui correspondaient à ce qu'on appelle en japonais la lecture phonétique, ondoku, et la lecture explicative, kundoku. Mais la différence, alors c'est là que Norinaga explique quelque chose, on comprend pourquoi ça l'a intéressé, n'est-ce pas? La différence était que chacune des deux lectures était utilisée par des locuteurs socialement différents. Les lettrés auraient utilisé la lecture phonétique, et donc sinisé, la lecture on, tandis que le vulgaire, iyashikimono, n'avait recours qu'à la lecture explicative kun. Il donne deux exemples dont un seul est reconnaissable, l'autre l'autre n'est exact qu'à moitié pour la partie phonétique, mais pas pour la partie coréenne. Donc il donne l'exemple du caractère feu, n'est-ce pas, hi, c'est-à-dire ka, et qui est lu. Alors je redonne les transcriptions correctes. Ces transcriptions sont approximatives, mais pas complètement fausses. Enfin, on voit que c'est pris à l'oreille. Donc lu en coréen phonétique, poul, et en explicatif, roi. Donc, à la lumière de ce que nous avons vu à la leçon précédente, des remarques de Norinaga à propos des vers de Michizane, vous vous souvenez de Uruwashiki, la prononce Uruwashiki Yomi, n'est-ce pas, la lecture élégante, et la lecture moins élégante, Iyashiki. Donc, on comprend pourquoi il a été assez intéressé par ce renseignement. Il découvre dans la pratique, enfin, il croit découvrir dans la pratique coréenne de son époque la dichotomie diachronique du kundoku japonais, où les lettrés se sont tournés vers les lectures phonétiques au détriment des lectures explicatives. Si vous voyez, il remet dans la langue coréenne ce qu'il avait cru discerner dans ce que je vous avais expliqué la semaine dernière. Alors, c'est aperçu d'une pratique. Alors, il se peut qu'il ait compris quelque chose qui se soit réellement passé à l'époque, j'en doute fort, et je pense que malheureusement, elle ne concerne qu'un usage qui est encore bien attesté en Corée moderne, c'est-à-dire que lorsque vous évoquez un caractère chinois à quelqu'un quand vous ne le lisez pas, vous le donnez dans les deux prononciations. Vous donnez d'abord la prononciation coréenne, la lecture kun, et ensuite la lecture on, pour marquer le caractère. Et tous les caractères coréens, enfin, en tout cas une très grande partie, comme il y a des dizaines de milliers de caractères, je pense qu'il est impossible, mais disons, les caractères les plus usuels sont présentés de cette façon. Et par exemple, pour nommer le caractère feu, hi, n'est-ce pas, on dira poul, roi. Poul, bon, du caractère qui est en coréen poul, et dont la lecture coréenne est roi. Et pour le couteau dont il parle aussi, l'épée, bien que ce soit déformé, je pense reconnaître kaldo, n'est-ce pas? Donc, c'est pas du tout la perspective qu'avait Norinaga, mais quand même, il s'est intéressé à cela. Et de toute façon, cette pratique coréenne, où vous reconnaissez un peu du Monzan Yomi que je vous avais très brièvement décrit la dernière fois, cette pratique coréenne repose sans doute sur une très ancienne tradition de lecture kun qui a disparu en Corée. Il nous donne encore quelques remarques sur les. Alors, pour continuer sur cette pratique philologique comparative de Norinaga, il nous donne quelques remarques sur les analogies inévitables pour nous, qu'il trouve entre le chinois et le japonais, sans malheureusement aller au bout d'une saine réflexion philologique qu'il esquisse quand même, mais obnubilé qu'il est par ses principes japonocentriques. Ainsi, dans la rubrique qui est intitulée alors c'est la page 135, c'est le 1 en chiffres romains que je vous ai dit, donc c'est à l'extrême gauche de la page 135, vous avez le titre et la première ligne, n'est-ce pas? Alors, vous avez Mikuni no koto to Totsukuni no koto to Onozukara nitaru mo onajiki mo aru koto. Alors, intitulé donc de ce qu'il se trouve des ressemblances et similarités naturelles, Onozukara. Il répète très souvent dans ce commentaire, entre le japonais, Mikuni no koto, n'est-ce pas, la langue du pays, du royaume, et les langues étrangères, Totsukuni no koto.
Alors, il fait un bref inventaire de ces découvertes intrigantes pour lui. Donc, je ne lis pas le japonais, je vous invite à le suivre sur les feuilles que je vous ai données. Vous lisez le japonais? Vous voulez le texte japonais? Excusez-moi, monsieur, je vais encore vous remettre à la... Pardon, excusez-moi. Alors, donc, c'est la ligne 1, et ensuite vous passez à la page suivante, page 136, n'est-ce pas, les lignes 1 et suivantes. Alors, il se trouve une variété de similarités naturelles, onozukara onajikimo, entre les mots anciens, mikuni no furukoto, et les prononciations phonétiques du chinois, karamoji no koe. Vous vous souvenez, je vous ai raconté comment il a japonisé Munji en Moji, Norinaga, pour en faire un mot japonais. Donc karamoji, ce sont les kanji. Et karamoji no koe, c'est kanji-on. Alors, il donne ici la série, n'est-ce pas, une série tout à fait ke et ki. Ke qui veut dire l'exhalaison, vous savez que c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre chez les Minzoku Gakusha japonais, et le ki, le chi chinois, l'interrogative ya, saka qui est une prononciation bien attestée de seki, n'est-ce pas, le pied de mesure, yasaka jinja, etc. Uma, ma. Alors certains vont s'étonner que ma soit ici comme lecture phonétique japonaise, mais vous savez que ma est une lecture pseudo-gon. Enfin, la vraie lecture gon, c'est mais vous trouvez parfois ma. Shini, shi. Alors là il a raison entre le verbe japonais shinu et la prononciation on, shi. On a simplement, c'est le mot chinois shi, auquel on a mis un suffixe verbal japonoïde, nu, n'est-ce pas, qui a fait shinu. Et d'autres sont en revanche complètement, je dirais, farfelus, hagu et haku, qui veut dire dépouiller, n'est-ce pas, po en japonais moderne, en chinois moderne, mais hagu est un verbe tout à fait indépendant, etc. Voilà. Donc, ce sont donc des similitudes qu'il trouve, et donc nous voyons sans grand mérite que Norinaga mélange allègrement les exemples. Nous avons des cas évidents d'emprunt direct au chinois, comme ke, su, shini, saka, et d'autres qui sont vraiment dus au hasard, comme pour hagu, n'est-ce pas? D'autant qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes catégories grammaticales. Il se livre ensuite à quelques spéculations. Et encore, alors vous voyez, c'est les lignes 1 et 2, n'est-ce pas? Et encore pour la cigale sémi, dont le cri est sémi, sémi. Et la cigale doit être ainsi appelée pour le son qu'elle produit. Qu'il s'agisse d'un nom originel, motoyori no na, ou un emprunt phonétique, moji no koe o toreri, est impossible à décider, wakimae gatashi. Il doit certainement y en avoir qui relèvent de cette catégorie. Donc, c'est-à-dire donc des emprunts, des emprunts qui sont aussi des emprunts phonétiques. Pour des mots comme, alors il donne ici une série de mots que je vous remets tels quels, n'est-ce pas? Pour des mots comme fumi, zeni, rani, fumi, donc vous voyez qu'il prend les mêmes, il prend les mêmes phénomènes phonétiques en quelque sorte. Le japonais ancien n'ayant pas de N finale, l'avait remplacé par une labiale ou enfin une dentale comme N ou M, mais toujours avec une voyelle d'appui, n'est-ce pas, que ce soit mu ou mi. Et ici, vous avez donc fumi qui vient du chinois bun, fun, zeni de sen, ran, l'orchidée rani, etc. Alors, ensuite, c'est un peu différent ensuite. Donc, pour des mots comme funi, zeni, rani, il est évident, shirushi veut dire évident ici, qu'il s'agit de lecture phonétique, mais décider lorsqu'il y a la moindre analogie, isasaka mo nitaru ga areba, qu'il s'agit à chaque fois d'un emprunt phonétique, mina sono mojigoe o toreri, n'est-ce pas, sur ces modèles, est une aberration, higagoto. C'est un terme qu'adore Norinaga, n'est-ce pas, tout ce avec quoi il n'est pas d'accord, il le qualifie d'aberration.
bon, évidemment, il n'a pas tout à fait raison. Ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a des quantités, une énorme part du vocabulaire japonais réputé wago, Yamato Kotoba, qui est en réalité emprunté au chinois, mais à date très ancienne et de façon très camouflée, exactement comme Norinaga l'a fait en transformant moji en moji. Alors il continue, on ne peut vraiment dire que son jugement soit pris en défaut ainsi, et on le voit progresser dans sa réflexion, ligne 4. Il semble que certains pensent qu'en raison d'analogie avec le sanskrit ou le coréen, et vous voyez qu'il emploie ici le caractère de bonji, n'est-ce pas excusez-moi, oui, c'est bongo, n'est-ce pas, bongo et chosengo. Donc, en raison d'analogie avec le sanskrit et le coréen, il doit s'agir d'emprunt à ces langues. Mais il ne saurait se trouver d'emprunt au sanskrit dans notre langue. Koko no koto, c'est bon, il élimine a priori les emprunts sanscrits, sauf dans des cas, des cas techniques en quelque sorte. Qu'il se trouve par hasard, tamatama, des ressemblances est chose naturelle, onozukara no koto nari. Pourquoi donc ne trouverions-nous pas tout naturellement des ressemblances et des similitudes avec cette langue parmi des centaines de milliers de mots? Encore une fois, ceux qui ont lu avec nous JN il y a quelques années de ça se souviendront de ce que ce moine érudit concluait précisément le contraire des analogies qu'il découvrait entre le japonais et le sanskrit. Comme par exemple, vous vous souvenez peut-être de son exemple le plus frappant et qui est d'ailleurs reconnu par tous les linguistes, c'est le mot kapala, le sanskrit kapala, qui veut dire exactement, qui veut dire un peu comme le latin testa, la tuile, la tête, le récipient, la cruche, et le mot japonais kawarake, qui veut dire, qui désigne le pot. Alors ça, c'est l'exemple de JN, mais évidemment, kawara, la tuile, est très probablement, le mot japonais pour kawara, est très probablement emprunté au même mot, par je ne sais quelle voie. Donc, JN affirmait qu'il existait par-dessus le chinois, donc s'il prend vraiment la position contraire, un lien spécial et bouddhique entre le japonais et le sanskrit. Pour Norinaga, il ne s'agit que du hasard, un peu comme vous savez dans la linguistique, l'un des exemples les plus typiques de ces ressemblances frappantes et qui sont vraiment dues au hasard, c'est le persan bad, qui veut dire bad, mauvais, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucun rapport entre les deux langues, bien que les deux langues soient indo-européennes. On connaît très bien l'étymologie de l'un et de l'autre, et ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est une opinion de bon sens qui devrait être davantage répandue parmi les linguistes omnicomparatistes. Je ne vise personne, mais vous savez que c'est un défaut qui maintenant dévaste la linguistique historique. En revanche, et de façon surprenante pour ceux qui le considèrent comme un nationaliste fanatique, il admet sans aucune réticence des emprunts directs aux Coréens. Page 136, donc c'est les lignes 5 et suivantes, n'est-ce pas? Alors, ligne 5 et suivante. Mata, à la fin de la ligne. Mata ima no chousen no koto to onajiki wa. Donc, de plus des termes identiques à ceux du coréen moderne, de l'espèce des tera, ou des kori, n'est-ce pas, c'est ce que je vous ai mis à la fin, ont effectivement été pris à cette langue. Ils ne reconnaissent sans aucune réticence l'emprunt de termes anciens. Pour kori, c'est un peu différent, je n'entrerai pas dans les détails. Pour tera, c'est évidemment un emprunt en coréen, enfin ce qui est en coréen moderne, chol, alors, vous avez peut-être lu dans le journal asiatique une grande polémique autour de Beckwith, du linguiste historien Beckwith et de quelques spécialistes. Beckwith réfutant l'étymologie de Chol Terra et donnant une opinion assez extraordinaire, tout à fait romanesque, mais qui malheureusement ne tient pas la route. Vous voyez que Norinaga, lui, n'a aucune difficulté à reconnaître ça. Donc, dans l'Antiquité, continue-t-il, les trois royaumes de la péninsule coréenne,
Oui, je ne vous l'ai pas mis. Alors, Sangkan, c'est ce qu'on appelle les Sangkan. Alors, à l'origine, c'est une petite confédération du sud de la Corée de 3 royaumes. Et après, ça désignait les 3 grands royaumes que nous connaissons dans l'histoire japonaise de Corée, qui sont les royaumes de Kokuri, de Kudara et de Shiragi, n'est-ce pas? C'est-à-dire Koguryo, Paekche et Silla. Mais alors, je ne sais pas auquel il fait allusion ici, mais ça n'a pas d'importance, il est tout à fait... Alors, là, il va quand même infléchir un peu dans son sens l'histoire, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, donc, initiée, les 3 royaumes de la péninsule, Sankan, étant entièrement soumis, shitagaite, à la cour impériale japonaise, n'est-ce pas, Kōchō, donc ce qu'on pourrait lire Sumera Mikado. Donc vous voyez comment les relations étaient constantes. Tsuneni Maeri Kaioi Shikaba. Et comme elles étaient constantes, il dut y avoir naturellement, encore une fois, Onozukara, vous voyez, des mots de ces pays qui furent transférés, Utsureru. Et l'on dut finalement utiliser des termes, des na, n'est-ce pas, des noms de ce pays pour des choses qui n'existaient pas ici. Moto Kokoni Nakarishi Mono, et qui en furent importés, Kano Kuni Yori Watari Mode Kitsuru Mono. Donc, très naturellement, pour les produits qui ne se trouvaient qu'en Corée, on leur a donné les noms coréens. Mais de même qu'il dut y avoir, alors, il inverse cette fois, de même qu'il dut y avoir, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Vous savez que par exemple, le mot coréen pour le mot japonais pour kutsu se dit kudu en coréen, mais les linguistes, enfin les philologues admettent que c'est un emprunt au japonais. Bon, je ne veux pas entrer dans une guerre de la chaussure parce que c'est controversé, mais quand même les arguments sont forts. Donc de même qu'il dut y avoir des mots de notre pays dans l'Antiquité appris par les Coréens, Karahito no Naraite, qui entrèrent dans leur langue, Kano Kuni no Koto ni mo Nareru, et se conservèrent en Corée jusqu'à notre époque, Imano Yomade, et qui en retour, Kaerite, furent considérés tout bonnement originaires de là-bas, Shitaburu ni Kashiko Yori Idetaran to omou, ce qui est une aberration, Shigagoto. Donc, tout en reconnaissant qu'il existe effectivement des emprunts indéniables des langues coréennes, comme Tera, Norinaga adapte quelque peu l'histoire en faisant des anciens royaumes coréens des États vassaux du Japon. C'est vrai pour une partie, enfin, vous connaissez tous l'histoire du Mimana, n'est-ce pas, et qui auraient pu exporter les objets inconnus au Japon avec l'appellation et en retour en recevoir. Et les vieux termes japonais conservés en Corée seraient passés après pour coréens. Il accepte au moins la possibilité d'une partie d'emprunt vers le japonais. Et évidemment, enfin, il n'était pas encore au courant, mais comme vous le savez, il y a c'est le Samguk Sagi, je crois, qui donne la liste plus d'une centaine de toponymes du Koguryo, du Kokuri, n'est-ce pas, en donnant la traduction. Et cette liste qui est donc c'est en caractère chinois phonétique et ensuite expliqué en traduction. Et comme vous le savez, les linguistes exercent leur ingéniosité depuis bien une centaine d'années au moins de plus. Et M. Beckwith a récemment encore fait une monographie là-dessus. Et on trouve indéniablement des termes qui appartiennent aux Japonais. C'est-à-dire qui étaient donc dans le royaume de Koguryo du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Dans quelle mesure c'était... Alors maintenant, les linguistes voient plutôt une langue parente du japonais qui a donné naissance au japonais et pas une langue des emprunts faits directement au japonais. Enfin bon, c'est simplement pour vous dire que... Alors, passons sur les lignes suivantes, où il évoque les lignes 10 et suivantes, n'est-ce pas, où il évoque la ressemblance entre le vieux japonais homo, pour mère, que vous connaissez dans certains textes, et avec le chinois amu, ne tenant pas compte du coréen homonyme, qui serait beaucoup plus direct.
Mais il invoque l'existence du terme dans les dialectes de l'Est, les Azumauta du Manyoshu, pour estimer encore qu'il s'agit d'une ressemblance fortuite. Je n'entre pas dans les détails, mais tout cela, ce sont des points qui ne sont pas du tout anodins. C'est-à-dire qu'encore maintenant, les philologues travaillent sur les quelques remarques qu'il fait, enfin, indépendamment de Norinaga. Ce sont vraiment des faits objectifs de la linguistique coréenne. Et il termine par une remarque générale concernant aussi le rôle du bouddhisme dans ses emprunts. C'est la ligne -4, n'est-ce pas, la quatrième à partir de la fin de la page 136. De façon générale, pour les termes plus récents, c'est Nochi no yo no koto ni, la plus grande partie des mots en lecture phonétique, Mojigoe no koto no okiwa, sont le plus souvent du vocabulaire des textes bouddhiques, Hotokebumi, c'est ainsi qu'il traduit sutra, Kyo, Hotokebumi no koto. Ce sont des choses constamment répétées par les moines. Alors, il a japonisé le nom de moine Hoshi, Hoshi, n'est-ce pas, maître de loi en Hoshi, ce qui le fait apparaître comme un terme presque japonais, ça entrerait difficilement dans un vers, dans un waka, mais enfin. Donc ce sont des choses constamment répétées par les moines qui se sont transférées, utsureru, encore une fois, dans la langue, par l'habitude auditive, kikinarete. Et même sans être des termes bouddhiques, Hotokebumi no koto naranumo, il se trouve des mots utilisés dans des textes largement diffusés dans la société, yoni shiroku yomi naraeru fumi ni aru kotoba koso are, et que l'on voit dans des livres qui viennent de pays lointains, Toki fumi ni mare mare mietaru koto. Et il n'y a aucune raison pour que les gens, en général, les répètent par habitude, alors que ni les moines ni les confucianistes n'en font d'usage ordinaire. Donc, alors, je pense qu'il fait allusion à quelques mots exotiques transmis souvent par les textes bouddhiques. On en a vu quelques exemples. Il y a quelques années de cela, des termes d'Asie centrale qui sont arrivés jusqu'au Japon. Par exemple, comme le mot karoshti, n'est-ce pas, pour nommer l'une des écritures des Bonji, qui est passée au Japon, mais sans aucune nécessité bouddhique, si vous voulez. Donc cette dernière mention du rôle du bouddhisme dans l'introduction d'un vocabulaire exotique au Japon, avec une dernière phrase un peu difficile à comprendre, mais qui semble faire allusion à un vocabulaire plus exotique encore, qui se trouve dans les textes décrivant des contrées encore moins connues, comme l'Asie centrale. Donc cette allusion au bouddhisme nous permet de nous y arrêter davantage. Il est particulièrement intéressant de voir que 2 rubriques au moins de la précieuse corbeille, qui se superposent par leur contenu, abordent une question très importante pour la suite de l'histoire religieuse du Japon, à savoir la forme originale, et pas originelle, qu'avait prise le Shinto depuis les époques de Kamakura et de Muromachi au moins, dans le prolongement de tendances qui sont nées dès l'époque de Heian, avec le développement des idées sur l'assimilation des Bouddhas et des dieux et des Bouddhas. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle, je ne reviens pas là-dessus, je ne vous ai pas donné le terme, Shinbutsu Shugo, les Honji Suijaku, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont nous reverrons le terme tout à l'heure, les bases originelles et les traces descendues, Honji Suijaku, Shinbutsu Shugo, qui veut dire vraiment le mélange, le mélange des dieux et des Bouddhas. Comme nous l'avons souvent dit, on pourrait faire un parallèle entre l'évolution de cette doctrine assimilationniste, si j'ose dire, et le développement de la dynamique wakan dans la langue. C'est-à-dire que l'élaboration et le développement jusqu'à Norinaga et au-delà encore suit étroitement l'idée que se faisaient les Japonais de leur relation sino-japonaise. Donc tout d'abord, la suprématie des Bouddhas sur les kami, je simplifie un peu, il y a eu des polémiques, mais disons, je vous parle de l'âge d'or du classicisme japonais, donc la suprématie des Bouddhas sur les kami, de même que le Kambun était la langue sapientielle, puis l'assimilation entre les deux, parallèle au développement du Honji Suijaku,
tel que nous l'observons dans l'histoire des recueils poétiques impériaux de l'époque de Heian. C'était le thème de notre deuxième cours, il y a déjà longtemps de cela, n'est-ce pas? Donc les Shakkyobu, les Jingibu et Shakkyobu dans les anthologies impériales qui ont vraiment peu à peu contribué à élaborer cette doctrine de l'assimilation des dieux et des bouddhas par l'expression littéraire, ce qui est devenu une sorte d'automatisme poétique. Et enfin, le renversement, nous y sommes avec Norinaga, où les kami deviennent les personnages principaux, de même que la langue japonaise est placée au-dessus du chinois classique. Vous voyez, vous avez exactement la même courbe. Ce n'est pas le lieu ici de résumer cette histoire complexe. Disons simplement, afin de poursuivre l'exposé de Norinaga, qu'il en aborde deux aspects principaux. Le premier étant, alors je me suis permis de donner des traductions un peu bling-bling, je dirais, à deux termes bien connus des historiens de la religion japonaise. Le premier étant ce qu'on appelle le Ryobu Shinto, le Shinto des deux parties, nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit, que j'appellerai donc le Shinto bipartite. Et même si l'on, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si l'on adoptait des mots... Shinto veut dire en réalité voix des dieux et aussi théologie. On pourrait dire théologie bipartite. Et vous avez l'autre qui est le Yuitsu Shinto, qu'on traduit par le Shinto exclusif, le Shinto unique ou uniciste, et que je proposerai d'appeler ici la théologie monadique. La monade, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui se suffit à lui-même. Nous expliquerons ces termes tout en lisant ce que nous en dit Norinaga. Alors cette fois, nous prenons la page 132, n'est-ce pas? Avec en chiffre romain 2. Et ce sont donc les deux dernières pages que vous avez. C'est Ryobu Shinto. C'est la rubrique donc 213. Intitulé Ryobu Shinto. Donc, de façon générale, nous dit Norinaga, pour ce qui est des sanctuaires Jinja, Yashiro, n'est-ce pas, de Miya Yashiro de l'Empire, Ame-no-shita, l'Empire, ici Ame-no-shita, en Chine, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs un mot qui maintenant fait florès dans la politique chinoise actuelle, Tianxia, n'est-ce pas? Vous avez même maintenant des Européens, des Français, des Américains qui écrivent sur la notion de Tianxia, que les Chinois modernes ont étendu au sens de monde entier, alors qu'en Chine, ça ne désigne que la Chine, justement. Ce qui est sous le ciel, c'est la Chine. Le reste est à côté du ciel. Au Japon, on a encore rétréci, donc Tenka ou Ame-no-shita désigne le Japon, donc, et pas la Chine. Ce qui d'ailleurs faisait rire les voyageurs chinois au Japon au XIXe siècle, comment ils osent appeler Tenka, Tianxia, leur royaume de quelques lieues carrés. Mais voilà, donc Ame-no-shita évidemment, Ame-no-shita, c'est l'idéologie du pays des dieux. Ce sont les dieux qui sont descendus directement du ciel au Japon. Donc, pour ce qui est des sanctuaires de l'Empire, la plupart étant desservis, tsukau, ici tsukaeru, tsukau, tsukaete, c'est-à-dire être au service de, n'est-ce pas, étant desservis par des religieux bouddhiques, aussi, vous voyez qu'à l'époque encore, c'est ce qu'on appelait le syncrétisme, l'assimilationnisme shinto-bouddhique était à son plus fort. Ceux qui ne le sont pas sont dits monadiques, c'est-à-dire exclusifs, yuitsu. Donc le Ryobu Shinto désignait le Shinto bouddhisé, le Yuitsu Shinto était le Shinto pur, mais nous verrons très brièvement que c'était un concept de pureté un peu... pas du tout dans l'esprit de Norinaga. Alors, ceux desservis par des moines sont donc dits bipartites, Ryobu. Il existe d'autre part un courant, Shitonagare, appelé Shinto bipartite, qui prône que le prince Shotoku et le prince Toneri étaient tous tenants du Shinto bipartite. Il fait allusion ici donc à
je dirais presque à des extrémistes dans le Ryobu Shinto. Nous allons voir tout de suite qu'il va attribuer la paternité à Kukai, en tout cas au tenant de Kukai, mais il y a aussi l'idée selon laquelle Shotoku Taishi l'avait déjà fondé. Là encore, Norinaga répète des choses qui sont très courantes au Japon. Vous vous souvenez que chez Jien, justement, la personne de Shotoku Taishi comme fondateur, légitimateur, oserais-je dire, du bouddhisme japonais et de la maison impériale est primordial. Jien ne parle pratiquement pas enfin, il en parle dans la mesure où il parle des trois joyaux impériaux, bien sûr, qui sont conférés par les descendants d'Amaterasu, Ninigi, Mikoto, etc. Mais il donne bien le fondement bouddhique de cela. Et c'est une opinion tout à fait répandue. Donc, ce que nous dit, alors maintenant, nous passons à la page 134, n'est-ce pas, nous revenons à la page 134, mais cette fois, c'est la partie de droite. Donc, or, Kukai, n'est-ce pas, qui est versé dans les différentes voies, alors, Shodo ni tsutatsushite, Moromoro no Michi, alors évidemment, il fait allusion ici, mais il ne va pas aller jusqu'au... Enfin, il n'a pas de raison non plus de l'exposer. Bien sûr, Kukai, dans le Sango Shiiki, n'est-ce pas, le traité sur les trois doctrines, la convergence des trois doctrines, expose de façon parallèle dans l'ordre le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Donc ça fait trois voies. Bien que Kukai les appelle Oshie, Kyo, il n'y a pas de raison de ne pas en faire des voies, ils étaient très souvent appelés voies. Alors c'est Shodo ni Tsutatsushite, il fait allusion évidemment au Sango Shiiki. Donc, versé dans les différentes voies, allant jusqu'au bout des arcanes du Shinto. N'est-ce pas? C'est Shinto no Ogi Okiwame, il exagère un peu, je ne pense pas que nulle part chez Kukai vous trouverez la moindre allusion au Shinto, et pas plus qu'à la langue japonaise d'ailleurs. Je vous l'ai dit la dernière fois, Kukai était vraiment sinocentrique, et en tout cas, voilà. Et l'on dit que l'empereur Saga, donc, qui était le grand souverain contemporain de Kukai, de 786 à 842, approuva hautement et quand, n'est-ce pas, la doctrine, et lui conféra l'appellation de Shinto bipartite. Norinaga ne fait que reprendre les opinions traditionnelles de ce Ryobu Shinto. Tout cela n'est pas du tout historique, mais, comme il le dit lui-même, cela ne peut être que bilvesé Soragoto. Or, ce que l'on... il n'a pas tout à fait tort. Or, ce que l'on prétend, selon quoi de Tokizama, dans les trois doctrines des dieux du confucianisme et du bouddhisme, ce Shinto bipartite prend le supérieur et rejette l'inférieur, Toru. Vous voyez, la balance entre Toru et Sutsu. Et qu'en plus, grâce au principe des phénomènes de l'univers actuellement manifestes, Bambutsu no Kotowari, c'est-à-dire l'observation de la nature, on peut prendre connaissance de l'intégralité du ciel et de la terre. Pour en parler à présent, il s'agit d'une extraordinaire aberration, Imishiki Shigagoto Nari. Donc, cette idée que alors, d'une part, c'est amusant que Norinaga n'insiste pas là-dessus, les trois doctrines dont parle Kukai, ce n'est pas le Shinto, évidemment, le Shinto n'est pas dedans. Et comme vous le savez, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, Tominaga Nakamoto, auquel Norinaga fait référence dans un bref passage avec beaucoup d'empathie. Tominaga Nakamoto avait critiqué le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme dans un de ses écrits en chinois qui s'appelle le Tsujo Kogo et qui a été repris après par Hirata Hatsutane, mais c'était en chinois classique, en Kambun, mais dans un tout petit écrit qu'il avait écrit en japonais, qui s'appelait Okina no Fumi, n'est-ce pas, les propos du vieillard, dont je vous ai dit un bref extrait,
la dernière fois où il se moque un peu des confucianistes, enfin un peu, beaucoup même des confucianistes japonais. Là, il fait les trois doctrines qu'il présente, c'est le confucianisme, le bouddhisme et le shinto, n'est-ce pas? Donc, en changeant de langue, il change de religion. C'est la même personne. Mais Norinaga fait en quelque sorte comme si Kukai était Tominaga Nakamoto. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, la fin est claire. Tout cela, toutes ces idées selon lesquelles les trois doctrines, y compris le Shinto, feraient un tout harmonieux, se consacrant aux différentes dimensions de la réalité, Bambutsu no Kotowari, et ce qui permet donc, par l'étude hiérarchisée des trois doctrines, de connaître l'ensemble de l'univers. Tout cela, ce sont des blagues. Alors, malgré le caractère tardif du Ryobo Shinto, qui vient de l'époque de Kamakura, on le fait remonter à Kukai lui-même, dont Norinaga dit qu'il n'est que le restaurateur après Shotoku Taishi. Bon, vous voyez que c'est... Alors, il est bien sûr que Kukai ne s'est pas intéressé au Shinto. Et Norinaga, page 134, ligne 3 et suivante, repère très bien les défauts de ce système. Bien que l'on dise que ce Shinto prenne la part supérieure, Sho, n'est-ce pas, Masaru, des trois doctrines, si l'on considère ce qui y est exposé dans les doctrines du Shinto bipartite, il n'y est fait adoption que du confucianisme et du bouddhisme. Il n'y a rien d'une adoption, toru, du sens du Shinto. La voie de Bouddha, le Shinto no Kokoro, n'est-ce pas? La voie de Bouddha est l'essentiel, mune, de tout cet enseignement qui se mélange de confucianisme, avec en plus un apport considérable d'astrologie, Temmon. Alors, il mélange un peu, je pense que lorsqu'il parle d'astrologie, il fait plutôt allusion au Yuitsu Shinto. Enfin, parce que, évidemment, l'astrologie, lorsqu'il parle d'astrologie, Temmon et toute la science hermétique chinoise, la science occulte chinoise, qui se résume aussi dans l'appellation de voie du yin et du yang, n'est-ce pas? Onmyodo, qui est une part importante du Yuichi Shinto, le fondateur Yoshida Kanetomo aussi était très, très influencé par ça. Donc ici, il mélange un peu les deux. Alors, voici, il continue ainsi. Ainsi, pour ce qui est de la voie des dieux, le Kami-no-Michi, il s'agit seulement du texte chinois orné du livre sur l'âge des dieux du Nihon Shoki, qui parle du début du ciel et de la terre, et de la mention de temps à autre du dieu Kuni no Tokotachi no Kami. Pour ce qui est du sens de cette voie, rien n'en apparaît. Comment à ce compte peut-on l'appeler voie des dieux? De plus, pour ce qui est de l'astrologie, donc, elle n'a rien à voir avec cette voie. Donc vous voyez qu'il reproche. Il mélange les deux, Ryobo Shinto et Yuitsu Shinto, alors qu'en principe, c'est le contraire, n'est-ce pas? Ryobo Shinto, c'est l'assimilation du Shinto et du bouddhisme, et le Yuitsu Shinto ne reconnaît que le shintoïsme, mais seulement il donne toute l'armature idéologique, philosophique du Shinto sur des bases chinoises. Il reprend des doctrines, Yoshida, n'est-ce pas, Kanetomo, reprend des doctrines chinoises sur lesquelles il fonde le Shinto. Et Norinaga n'est pas dupe. Donc il ne distingue pas les deux, il fait exprès de ne pas distinguer les deux doctrines, et il les réfute l'une comme l'autre, leur reprochant d'occulter complètement la voie des dieux sous un revêtement bouddhique, confucianiste ou d'occultisme astrologique d'origine chinoise. Et il semble aussi, vous voyez, cette histoire de le karabumi no kazari, n'est-ce pas, les ornements du texte chinois du Nihon Shoki, il semble aussi donc considérer que les digressions cosmogoniques, ces ornements rhétoriques du début du Nihon Shoki, vous vous en souvenez tous, n'est-ce pas, ne sont que des emprunts chinois, donc, et aussi étrangers à ce qui fait la véritable voie des dieux.
Il continue ensuite avec une remise en question de ces deux courants du Shinto, assimilationnistes d'une certaine façon, jouant sur un certain gros bon sens, page 134, les lignes 7 et suivantes. Or, il est fort plaisant, ito otashikere, de parler d'adopter le supérieur et de rejeter l'inférieur. Sur quoi aura-t-on déterminé, sadametaru, les deux? Il suffira de tenir ce qui correspond à sa disposition d'esprit, ono ga kokoro ni kanaeru mono, n'est-ce pas, pour supérieur, et ce qui n'y correspond pas, kanawazaru mono, pour inférieur. Il s'agira de jugement subjectif. Vous savez que Norinaga déteste ça, on en a déjà dit, n'est-ce pas? Donc c'est watakushi naru sabakin, enfin watakushi naru sadamekata. Et sur quoi les argumentera-t-on? Akasan. Le principe véritable, Makoto no Kotowari, est toujours incommensurable, Hakirigataki, mono, nadeba. Et bien que l'on tienne pour le principe normal ce que l'on estime soi-même être supérieur, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas, ataranu, n'est-ce pas? Et donc vous avez Tozen no Kotowari, Tozen avec Ataru au début, et ensuite il dit Ataranu, donc c'est la négation et la négation de To. Et malgré cela, comment voudrait-on déterminer, avec la disposition d'esprit du vulgaire, Tadabito no Kokoro, avec le principe suggéré par les choses mesquines, de l'évidence quotidienne, la variété des phénomènes du ciel et de la terre? Voilà. Ce sont des gens donc, qui ne sont pas très futés et qui en plus essayent d'expliquer le monde entier. Avec cette prise de position générale, il s'en prend plus précisément aux doctrines néo-confucianistes et bouddhiques qu'il voit non sans quelques raisons à l'origine de ces deux dérives du Shinto. Page 134, c'est la ligne -9, c'est 9 avant la fin. Ce que les néo-confucianistes, Soju, les confucianistes des Song, ça désigne les néo-confucianistes et d'autres penseurs comme Wang Yangming et tout ça, mais on ne peut pas en parler ici. Donc ce que les néo-confucianistes ont appelé, alors il prend un terme ronflant, la détermination du principe par l'investigation des phénomènes, Kakubutsu Kyuri, qui est un terme inventé, enfin propagé par Jushi, n'est-ce pas? Jushi, donc le grand fondateur du néo-confucianisme, qui est mort en 1200, et qui a été repris constamment au Japon après dans la tradition néo-confucianiste jusqu'à l'époque d'Edo. C'est un terme que vous trouvez partout, n'est-ce pas? La détermination du principe par l'investigation des phénomènes. Mono, ici, butsu, veut dire les choses de la nature. Kaku, c'est itaru, n'est-ce pas? Approcher, arriver à. Et kyuri, n'est-ce pas? Kotowari o kiwamu, donc aller jusqu'au bout du principe. Cela, c'est une véritable aberration, Imishiki Higagoto Nadi, encore une fois, et singulièrement, ce Shinto bipartite ne fait que donner la place souveraine à sa propre pensée, Tada Ono na Kokoro Arujitoshi, et le rôle de serviteur, Yatsuko, les Yatsuko, n'est-ce pas, les desservants, aux dieux et aux sages. Alors, les dieux, ce sont les kami, les sages, Seijin ou Shonin peut désigner soit les grands saints du confucianisme, à commencer par Confucius, ou bien les grands religieux bouddhiques. Selon que l'on lit Seinin ou Shonin, pour Norinaga, de toute façon, ça n'a pas de, ce ne sont pas ceux qui l'intéressent. Et donc, ainsi en disposer au gré de son humeur, de sa pensée, kokoro ni makasete. Et quant à ce qui est impossible à expliquer de façon satisfaisante pour soi, dans les saintes écritures des dieux, dans les discours du Bouddha et dans les paroles des confucianistes, on n'en fait tous que des expédients salvifiques, hoben, des fictions, kasetsu, ou ce que je traduirais par des épiphénomènes, hyoji. Expliquant ainsi tout uniment, au gré de sa pensée, homo-umama, ce qui fait que ce n'est pas la voie de Bouddha, que ce n'est pas la voie des confucianistes, ni à plus forte raison la voie des dieux, ni rien d'autre d'ailleurs. Salanimo iwazu. Donc tout cela ne rime à rien. Et à quoi donc rime d'appeler encore ces constructions Shinto, se demande-t-il. Et il répond, ligne -5,
Pour quelle raison alors appeler voix des dieux ce qui n'est qu'une voix que l'on aura personnellement défrichée? Tada ono ga watakushi no nibaritaru michi naru. C'est que la voix du confucianisme et la voix du Bouddha sont des voix venues de l'étranger, Adashikuni, alors que la voix des dieux provient originellement de notre royaume, et que même dans les âges tardifs, les gens, plutôt que de suivre une voix étrangère, Shito no Kuni no Michi, éprouveront forcément du respect pour une voix de notre pays, Wayakuni no Michi. Une telle manière de penser étant, on peut s'y attendre, répandue, je traduis on peut s'y attendre par Sasugani, par on peut s'y attendre, étant répandue, afin de s'attirer de tels gens, on aura recours à l'appellation de voix de notre pays, et ainsi en sera-t-il du moine d'autrefois, c'est-à-dire Kukai, dont cette clique, Konotomogara, fait son patriarche, Oya. Avec ces derniers mots sont expédiés Kukai avec la théologie bipartite. Et les dernières phrases de ce paragraphe sont encore plus acerbes. Et par-dessus le marché, c'est la ligne -1, n'est-ce pas? Et puis la page suivante. Et par-dessus le marché, sono kami nao, comme les peuples des divers pays. Alors, kuni ici peut dire pays ou plutôt peut-être province du Japon. Les divers pays ont une vénération exclusive pour les dieux. Ils les mettent d'abord en retrait, ces penseurs, et en font des éléments au sein de leur propre voix. Ono ga michi no uchi no mono toshite. Et subtilement, Kashikoku, il les explique comme des serviteurs de Bouddha, et Hotoke no Yatsuko, et ainsi convertissent les esprits. Tel est le sens qu'a le terme de voix des dieux dans l'expression voix des dieux bipartite de ces derniers temps. C'est un hoben, en quelque sorte, pour attirer au bouddhisme. Nous voyons dans ce paragraphe relativement long que Norinaga ne cherche pas du tout à faire une description même polémique de la théologie bipartite comme de la théologie monadique, qui joue un rôle important dans le Shinto de l'époque d'Edo, et qui, bien qu'on bute aux critiques de plus en plus intenses des Kokugakusha, des philologues nationaux, se maintiendront jusqu'aux réformes nationalistes de l'époque Meiji. Norinaga ne cherche même pas, sinon en évacuant la question en quelques mots au début du paragraphe, à en faire une description quelque peu systématique. Les mots qu'il en dit au début, réduisant la première au jinja desservi par les moines bouddhiques majoritaires et la seconde qui ne l'est pas, c'est tout ce qu'il en dit. Les deux courants sont en cela antagonistes, mais bien sûr, Norinaga ne s'en préoccupe pas. Le point commun qu'il leur trouve, le seul qui le fasse réagir, c'est qu'ils constituent l'un comme l'autre, de façon opposée, une reddition de la voie antique aux voies étrangères venues de la Chine et par la Chine, que ce soit le bouddhisme ou le confucianisme. Le Shinto bipartite est certes le plus évidemment, je vous donne ici, c'est très flou, mais le Shinto bipartite est certes le plus évidemment transformé par le bouddhisme. Les deux parties, les Ryobu, donc, qui lui donnent son nom, sont les deux mandalas fondamentaux de l'école Shingon, appelés aussi les mandalas des deux plans. Vous voyez ici le premier, le Taizokai Mandala, et ici le second, le Kongokai Mandala. Je vous ai donné les termes ici. Donc le mandala des deux plans, le Ryokai Mandala, décrivant deux plans d'émanation du Bouddha que l'on a parfois qualifié, non sans raison, de cosmique, le Bouddha cosmique, c'est un terme moderne mais qui n'est pas si mal que ça, Dainichi Nyorai Mahavairochana. Il faut bien savoir que c'est un terme moderne par contre, si vous l'utilisez en parlant du Bouddha cosmique à l'époque de rien, enfin, ce n'est qu'une vue rétrospective. Donc c'est Dainichi Nyorai Mahavairochana, dont le nom même rappelle bien sûr son lien avec le soleil. Encore en sanskrit, c'est celui qui brille, le grand brillant, mais brille comme le soleil. Rochana, Ruch a exactement la même racine indo-européenne que Luch en latin, n'est-ce pas? Les deux mandalas représentent donc le premier, dans le bouddhisme, le plan d'existence en quelque sorte intrinsèque de ce Bouddha, qui est aussi le support ontologique de l'univers. Et vous vous souvenez de ce que disait aussi
Kukai, n'est-ce pas, ou qui relie cette idée des mandalas à son opinion sur le caractère réaliste des phonèmes et des graphèmes. C'est sa structure d'autofruition, n'est-ce pas, Jiyu-shin, tandis que le second décrit sa procession vers les sphères qui lui sont extérieures. Vous voyez bien la structure. Le premier est renfermé en lui-même, avec Mahavairochana au centre, tandis que le second, Mahavairochana, est en haut, et le reste émane de son plan d'existence. Alors, comme nous l'avons vu dans les années précédentes, la philosophie de l'assimilation, pour reprendre un terme américain, qui s'est élaborée au fil de l'époque de Heian, a mis en parallèle les deux entités qui avaient vocation à se réunir de par leur nom même, le grand solaire, Dainichi, et la grande déesse qui illumine le ciel, Amaterasu, de Omikami. Nous avons vu que Norinaga s'oppose à la vue dominante dans les milieux marqués par la pensée continentale, selon laquelle la déesse solaire ne serait pas l'astre du jour, ne serait pas le soleil. Pour lui, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Amaterasu no Omikami soit bel et bien Amatsushi, c'est-à-dire le soleil. Ce que personne ne pourrait soutenir de Dainichi Nyorai. Aucun bouddhiste ne va vous dire que Dainichi Nyorai, c'est le soleil. C'est bien sûr une métaphore, puisque dans le bouddhisme, notre soleil n'est qu'un infime, un élément atomique minuscule de l'univers. Vous avez des centaines de milliards d'univers fermés comme le nôtre. Le soleil n'est pas plus distingué qu'aucun autre élément de ces univers qui sont tous fantasmagoriques. Le discours de Norinaga serait impossible à tenir dans une telle perspective. Donc. La brillante construction du Shinto bipartite a été de profiter de l'assimilation de Dainichi et de Amaterasu pour projeter la structure des deux mandalas sur celle du sanctuaire d'Issei. Je vous donne l'exemple de Issei parce que c'est le plus représentatif du Ryobo Shinto. Vous avez aussi l'équivalent avec le Tendai, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas, parce que là, ça serait infini. Restons-en à Issei, c'est déjà pas mal. Donc le sanctuaire de Issei consacré à la déesse, et faire des deux temples, des deux grandes structures de Issei, le temple intérieur Naigu et le temple extérieur Gegu ou Geku parfois, une projection sur terre des deux mandalas, le sanctuaire intérieur étant le Taizokai, le mandala de la matrice. Excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas dit la traduction. Taizo veut dire la matrice, n'est-ce pas? Donc on comprend bien, c'est la matrice de l'univers. Kongo-kai, c'est le plan du Vajra, c'est-à-dire le Vajra étant la possibilité de déployer la puissance du Dieu. Donc, le premier, le sanctuaire intérieur, étant le mandala du plan de la matrice, avec Amaterasu qui en est la trace descendue, et l'émanation donc vestigielle de Dainichi, tandis que le second, c'est le plan du diamant, avec la déesse Toyouke Omikami, n'est-ce pas, qui est donc la divinité vénérée dans le Gegu, je simplifie encore, mais ce qui est déesse de l'agriculture et des récoltes, qui est chargée de la subsistance d'Amaterasu et qui est considérée soit comme la trace de Dainichi ou bien la trace d'Amida. Mais vous voyez qu'en tant que déesse de la fécondité, de l'agriculture, etc., c'est le déploiement dans la nature. Cette grandiose intégration des deux traditions religieuses au sein d'une construction réunissant représentation doctrinale, iconographique et hiérotopie, si j'ose exprimer cela ainsi, a connu de nombreux développements au Japon. Nous n'en donnons ici que l'archétype, mais cela nous permet de voir quelles importantes visions cosmologiques Norinaga choisit d'ignorer et ne cherche même pas à critiquer systématiquement, faisant ainsi montre d'une indifférence qui serait curieuse si nous ne comprenions mieux, à la lecture que nous avons faite de ces pages, que son affaire principale est avec la contamination étrangère et non pas avec le contenu des doctrines qui illustrent cette contamination. Je parle de contamination, enfin pour Norinaga c'est certainement péjoratif, pour moi ce n'est pas, je l'emploie dans un sens le mot que le grand dramaturge latin Terence avait utilisé, contaminatio, chez lui contaminare veut dire prendre des pièces grecques, les mélanger un peu et puis en faire une pièce latine, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui se passe ici. La théologie monadique, en revanche,
c'est la traduction dont nous affublons le terme Yuitsu Shinto, est aux antipodes de la théologie bipartite, apparue plus tardivement et en réaction contre celle-ci, notamment avec l'œuvre considérable de Yoshida Kanetomo, donc vous avez les dates ici, qui a mené à son terme une tendance déjà apparue à l'époque de Kamakura, consistant à inverser le rapport traditionnel du Honji Sujaku et donc à faire des kami la base originelle, les Bouddhas étant la trace descendue. D'ailleurs, bon, ça se passe au Japon, vous voyez, au XVe siècle, mais vous avez déjà quelque chose de très proche en Chine vers l'an 300, et je vous donne le titre de ce Roshike Kokyo, n'est-ce pas, le sutra explique le sutra de Lao Tzu convertissant les barbares de l'Ouest. La réaction chinoise à l'intrusion du bouddhisme a été que, puisque grosso modo, enfin, Lao Tzu pouvant être considéré comme contemporain du Bouddha dans certaines chronologies, on a dit c'est bien simple, comme vous le savez, Lao Tzu, dégoûté des affaires politiques de la Chine, était parti par la passe de l'Ouest vers une destinée que nous ne connaissons pas, mais en laissant au gardien de la passe le Tao Te Ching, le Doto Kukyo, eh bien, les Chinois avaient continué la séquelle, n'est-ce pas, de l'épisode, c'est qu'il il avait trouvé une oreille plus favorable chez les Indiens et avait exposé le message que les Indiens ont compris, ont repris sous les termes bouddhiques. Donc, cette inversion des valeurs avait déjà un antécédent chinois, mais vous me direz c'est une réaction assez normale. Ce courant monadique, tout en prenant donc un renversement des valeurs vers les sources japonaises, faisant de Kuni no Tokotachi no Mikoto, dont on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, la monade suprême, parfois identifiée avec donc Ame no Minakanushi, les divinités donc toutes antérieures à Izanagi et Izanami, vous savez, celles qu'on décrit comme Shitorigami, les dieux uniques, les dieux qui n'ont pas de parèdre et qui sont ces trois divinités dont enfin justement les penseurs du Shinto tardif leur ont trouvé un sens, un rôle justement en faisant en les fondant sur une pensée chinoise tout à fait donc de principe suprême, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Daigen Sonjin, n'est-ce pas? Les divinités ou la divinité du principe suprême. Donc, le caractère fortement influencé par la pensée chinoise de ces déités ont fait soupçonner certains Kokugakusha qu'elles étaient des créations tardives sinoïdes, même pour ces divinités du Kojiki. D'autant plus que le Yuitsu Shinto, la théologie monadique, incluait aussi le confucianisme et le bouddhisme dans ce système, tout en les subordonnant à la théologie japonaise. Relevons en passant que les notions astrologico-astronomiques chinoises jouent aussi un grand rôle dans ce courant, ce qui explique les réticences de Norinaga. Il met en tout cas formellement, comme l'y invite la langue même, le Shinto au nombre des voies qui constituent l'univers intellectuel de la Chine et du Japon, ce qui nous incite encore à nous attarder sur ce concept avant d'y revenir dans les dernières leçons. Mais la prochaine fois, j'y reviendrai encore. C'est pourquoi il semble pertinent, je suis désolé, je vais vous prendre encore un peu de temps, mais il semble pertinent de rapporter ici un bref passage, alors que je vous donne parce que je l'ai trouvé sur Internet, toujours du Tamakatsuma, n'est-ce pas, c'est le paragraphe 74, sur la pratique de la voix. Donc, Michi Okonau Sada, la détermination de la pratique de la voix, qui peut nous éclairer sur la façon dont Norinaga considère sa mission philologique. Alors c'est très amusant, vous allez voir le rôle de l'intellectuel, enfin très amusant, oui. Pratiquer la voix est le devoir du souverain. Tsutome, n'est-ce pas? Kimi to arushito, n'est-ce pas? Kimi narushito no tsutome. C'est le devoir du souverain. Ce n'est pas le fait du savant, gakusha. Mono manabu mono. Lui, c'est un savant. Le savant s'étudie, lui, je reprends cette expression du XVIIIe siècle, le savant s'étudie, lui, à son investigation. Kangae tazunuru zo tsutome narikeru. Et c'est parce que c'est ainsi que je considère la question, je ne cherche pas moi-même, Mizukara,
à pratiquer la voix, okonawan toa sezu, mais bien à l'investiguer, kangae tazunuru koto ozotsutomu. Cette très belle distinction des rôles donc entre le souverain et le gakusha, le mono manabu mono, que s'estime être Norinaga, et qui implique évidemment une mise en retrait du savant. Et il l'explique de la façon suivante. En effet, la voix telle qu'elle est pratiquée par le souverain est une action, waza, propagée et étendue à tout l'empire, le Amenoshita. La conduite actuelle, précisément du fait qu'elle ne se conforme pas à la voix, fait que les inférieurs, voulant l'amender par leur pratique, se livrent à des actions privées. Encore une fois, watakushi naru koto, n'est-ce pas ? Il ne veut pas d'initiatives individuelles, qui ne sont guère conformes à l'esprit de la voix. Michi no kokoro ni arazu. Chercher à s'arroger donc le rôle du souverain alors que l'on n'appartient pas à ceux dont le pouvoir est légitime revient à s'engager dans des initiatives individuelles qui ne peuvent mener qu'au désordre. Et aussi, conclut-il, les inférieurs doivent seulement suivre les directives, homomuke, des supérieurs. Et le simple fait d'avoir une idée, kangae taram, de la voie de l'Antiquité, n'est certainement pas, sadamete, une raison pour la mettre en pratique à titre individuel. Voilà donc en très peu de mots une sorte de manifeste de non-engagement de l'intellectuel qui explique aussi que Norinaga a de rares exceptions que nous avons mentionnées et dont on se rappelle qu'elles n'ont pas provoqué l'admiration de ceux qui les avaient suscitées, donc, il les a évitées. Pour lui, l'investigation de la voix est purement une démarche philologique que l'on pourrait appeler scientifique, monomanabi, et le Kokugakusha n'a nulle vocation à s'exercer à la voie politique, puisque c'est bien dans ce sens qu'il faut prendre ici le mot voix, et donc pas de vocation de conseiller du prince pour le philologue. Nous sommes aux antipodes de Confucius, c'est la voix de Confucius, cette fois le Michi, n'est-ce pas, qui parcourait la Chine à la recherche d'un prince qui prêta l'oreille à ses idées sur la restauration de la voix des anciens souverains, de la voix des rois de Zhou, n'est-ce pas. Nous poursuivrons à la prochaine leçon ce bref examen de la notion de voix chez Norinaga, qui est, vous l'avez compris, fondamentale pour comprendre le caractère presque insaisissable de sa pensée profonde. Et je vous remercie pour aujourd'hui.